Alors, deuxième catégorie d'actionnaires dont il faut arriver à décrypter le fonctionnement et les attentes, c'est l'actionnariat familial. On peut avoir le sentiment que l'actionnariat familial est souvent un avantage et sa stratégie est facile à décrypter. Attention, je pense qu'il faut une analyse fine des différents acteurs de la famille, donc, pour pouvoir décrypter ses attentes et ses comportements. Parce que, effectivement, je pense que parfois, la gouvernance familiale est porteuse d'un certain nombre de difficultés et de risques, et qu'il faut essayer de les anticiper également, notamment quand le manager n'est pas forcément de la famille. Alors, on peut, je ferai part de quelques précautions à prendre dans le cadre de la gouvernance familiale, de façon à limiter ces risques. Et dans ce cadre-là, je ferai quelques commentaires sur l'intérêt de mettre en place une charte familiale bien positionnée par rapport au fonctionnement de l'entreprise elle-même et de son AG et de son conseil. Alors, si on regarde un petit peu les avantages. Alors, les avantages d'un actionnariat familial, ils sont assez bien identifiés dans les travaux sur la gouvernance familiale et les entreprises familiales. J'en ai déjà parlé, c'est la stabilité de l'actionnariat. Effectivement, on peut s'attendre à ce que la famille reste pour un certain temps, quand on commence à atteindre la deuxième, troisième génération. On peut s'attendre à ce que l'actionnariat soit stable et que la famille considère l'entreprise vraiment comme un bien commun qu'elle souhaite garder. On sait aussi que l'actionnariat familial est un actionnariat de long terme qui est attaché plutôt très clairement à la valorisation du patrimoine. Et donc, du coup, les stratégies de distribution sont un petit peu moindres éventuellement que dans des sociétés d'autres catégories, notamment contrôlées par des fonds d'investissement. Mais là encore, attention, on peut avoir au sein d'une famille des personnes qui sont très attachées à ça et à la continuité et à la valorisation du patrimoine, mais certaines qui sont assez peu intéressées à la vie de l'entreprise familiale et qui préfèrent être payées en dividendes et qui s'intéressent peu à sa gouvernance. Alors, j'insisterai plutôt sur les risques. Alors, effectivement, derrière ces avantages, qui sont quand même très importants, le long terme et la volonté d'accroître la valeur des firmes, les risques sont quand même assez importants. Alors les risques, c'est évidemment, on l'aura compris, celui de conflits familiaux qui peuvent se présenter, et ces conflits familiaux peuvent se présenter, je dirais, tout au long de la vie de la famille pour différentes raisons internes et propres à la famille, mais surtout, la zone et la période la plus risquée, c'est lorsqu'il y a des successions. Effectivement, dans une situation où c'est un patriarche, un fondateur qui a monté la société et qui doit passer la main, eh bien, des difficultés peuvent se passer entre les différents enfants, s'il n'y a pas d'enfants, enfin voilà. Donc, toutes sortes de problématiques sont envisagées dans le cadre de ces successions. Deuxième risque, c'est que, et qu'on l'a observé, ce sont une vision un peu étroite de l'avenir de l'entreprise. Ce n'est pas forcément au sein d'une famille qu'on est toujours les mieux placés pour envisager ce que sera l'entreprise dans une génération, deux générations, trois générations, et sans en parler de génération, même parfois sur les nécessaires évolutions que l'entreprise doit mener à 3 ou 4 ans. Donc, évidemment, ça n'arrive pas systématiquement, et il y a des familles qui savent parfaitement faire évoluer leurs entreprises et qui nomment des dirigeants qui ont tout à fait les capacités à les faire évoluer, mais c'est un risque quand même assez propre aux entreprises familiales de vouloir rester un petit peu trop sur leurs activités d'origine et d'intégrer assez mal des évolutions de l'environnement et des obligations fortes de transformation. Et donc, on voit apparaître assez classiquement des divergences, notamment sur la stratégie patrimoniale, où finalement, quelques membres de la famille présents à l'Assemblée générale, parfois présents au conseil d'administration, chaque année se manifestent pour qu'on distribue davantage de dividendes, parce qu'eux ne sont pas forcément intéressés trop au développement de l'entreprise et voient ça comme une source de revenus supplémentaires, alors que d'autres sont attachés plutôt à la valorisation, je disais à la valorisation du patrimoine, et vont donc solliciter davantage d'autofinancement. Et donc on se retrouve avec, je dirais, un risque de conflit assez classique entre actionnaires avec des objectifs différents et opposés, soit la distribution de dividendes, soit l'autofinancement. Alors,
pour éviter, hein, pour limiter ces risques qui sont réels, hein, on peut suggérer ici quelques précautions à prendre. La première précaution, je l'ai évoquée en introduction de ce point-là, c'est de mettre en place une charte familiale qui va clarifier le mieux possible les relations professionnelles, patrimoniales et privées entre les membres de la famille. Je crois que s'il y a plusieurs frères, plusieurs cousins à l'intérieur d'une famille, en relation avec un dirigeant fondateur, je pense qu'effectivement, chacun d'eux aura tout intérêt à écrire son positionnement, ou en tout cas, au minimum, si ce n'est pas écrit, à faire part de son positionnement et de ses attentes. Alors, quand le dirigeant est un peu astucieux et sait un peu analyser la situation, et quand le fondateur aussi, il a très vite compris à quel type d'attente il avait affaire. Mais je m'aperçois, moi, pour bien connaître quelques entreprises familiales, que parfois, le dirigeant, le fondateur, a une vision fausse un petit peu des attentes, parce que parfois même les actionnaires présents, parce que c'est la famille, n'osent pas lui faire part de leurs attentes, et donc n'expriment pas clairement ses attentes, ou que le fondateur est très puissant et très possessif et très paternaliste, et qu'il ne veut pas entendre, qu'il ne veut pas voir, je dirais, ces différences. Et donc là, c'est toujours bien qu'une tierce personne à l'extérieur lui rappelle de mettre ce type de charte en place de façon à éviter ces mésaventures. Je pense également qu'il faut une séparation claire entre la gouvernance de l'entreprise et la gouvernance de la famille, d'où l'intérêt d'une charte familiale. On règle les problèmes familiaux, on évalue les problèmes familiaux sur l'entreprise et on amène devant l'entreprise les décisions ou les éléments qui vont affecter la gouvernance de l'entreprise et les décisions qui vont être prises. Mais si on se sert d'un conseil d'administration comme d'un conseil de famille, souvent on fait face très vite à des difficultés, des indécisions et des conflits. Moi, je considère également qu'il est important de formaliser un processus d'identification et de formation des futures générations, parce que je ne l'ai peut-être pas évoqué comme une source de conflit, mais c'est la vie de la famille dans l'entreprise, le fait que des membres de la famille soient parmi les opérationnels est aussi un facteur de risque souvent, de continuité mais de risque, parce qu'on a un peu de mal à prendre les décisions les concernant. Donc je pense qu'il faut clarifier, formaliser la façon dont on va former les futures générations de dirigeants et comment on peut les associer de façon anticipée à l'entreprise. Enfin, toujours concernant la mise en place de cette charte familiale, et pour entrer un peu plus précisément sur le sujet, c'est véritablement un outil qui peut être très positif pour le fonctionnement et la gouvernance de l'entreprise, avec un document signé et accepté par tous les actionnaires et qui pose clairement les règles définissant les relations de chacun, tant avec l'entreprise qu'avec ses coactionnaires, à titre personnel, patrimonial et professionnel. Enfin, autre point important dans ces chartes familiales, c'est de bien préciser dans le contenu les valeurs partagées par la famille, le contrôle qu'on veut exercer, la capacité à vendre et à se défaire des participations, comment les titres sont rémunérés, quelle place pour la famille dans le conseil d'administration et est-ce qu'il faut des membres de la famille au niveau de la direction générale. Si on a le sentiment de s'imposer des contraintes quand on est un membre de la famille, quelle contrepartie on va exiger face aux contraintes que l'on nous impose. Comment la stratégie va être définie? Qui participe à la discussion sur la stratégie? Est-ce que c'est toute la famille? Est-ce que ce sont que des membres un peu plus experts de la famille? Voilà, donc tout ça, ce sont des sujets qui paraissent assez naturels, mais véritablement, il faut considérer que plus on va préciser les choses en amont, plus la gouvernance de l'entreprise familiale est simplifiée, clarifiée, et surtout, les managers ont la capacité à bien comprendre ce qui est attendu d'eux et qui, au niveau de la gouvernance, est réellement celui qui va prendre les décisions.